Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour votre émission hebdomadaire sur la brèche. Le docteur Lazare Kizerbo est l'invité de ce dimanche, professeur de philosophie, coordonnateur Europe du mouvement fédéraliste panafricain. Le docteur Lazare Kizerbo est également chercheur associé à l'Institut national des sciences de la société et vice-président du comité international Joseph Kizerbo pour l'Afrique et la diaspora. Docteur Kizerbo, bonsoir. Bonsoir, M. Koulibaly. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous avons 1 heure pour analyser, décrypter et commenter l'actualité nationale et internationale. Donc, c'est un principe sur la RTB, c'est un exercice également qui a l'ambition de libérer la parole dans l'espace public par les médias publics. La tradition, cependant, voudrait que l'on commence par des questions d'ordre plutôt personnel. D'accord. Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce qu'on se sent dans sa peau lorsqu'on porte le patronyme de Kizerbo? Ben, écoutez, M. Koulibaly, je voudrais tout d'abord vous remercier de m'accorder 60 minutes d'échange. Je pense que c'est la première fois que j'ai le bonheur de visiter le plateau de la TNB. Vous savez, c'est une question bien entendu qui m'a été souvent posée et aussi à mes frères et sœurs. Je pense qu'on se sent bien. On se sent bien parce que c'est quand même une figure qui, que l'on soit favorable, sympathisant ou même parfois fan ou même adversaire, c'est une figure qui est respectée par les valeurs qu'elle a incarnées, le combat qu'elle a mené. Donc, même les adversaires s'inclinent devant la constance, la fidélité aux convictions. Donc, on ne peut que se sentir bien. Il ne faudrait pas se sentir peut-être, comment dirais-je, englouti par la grandeur du personnage. Il faut se dire tout simplement que c'est un chemin qui fascine beaucoup d'Africains et même de non-Africains, et que donc être associé à ce chemin par son nom, c'est plutôt une chance et non un handicap ou bien un fardeau. Vous êtes docteur en philosophie, vous avez effectué de brillantes études de philosophie, en tout cas, vous êtes passé par la Sorbonne, une université prestigieuse, mais ça ne fait pas de vous le professeur Kizerbo, l'historien, le politique, l'intellectuel qui aura marqué des générations entières, en tout cas en Afrique et au-delà. Est-ce que vous, et dont notamment la pensée en tout cas reste aujourd'hui vivace, est-ce que vous souffrez de cette comparaison? Non, je pense que peut-être le concept ou la notion qui est derrière vos 2 questions, c'est l'idée d'une sorte de complexe. Je pense que le complexe, c'est une erreur. Un complexe peut-être d'infériorité n'a pas sa place. À partir du moment où vous reconnaissez la dimension de la personne et que vous vous dites que vous avez la liberté, parce que le professeur Kizerbo, en parfait démocrate et humaniste, n'a pas imposé à l'un ou l'autre ou à l'une ou l'autre de suivre tel chemin. C'est par choix que, moi, vous savez, j'ai fait une série scientifique au Britannique militaire de Saint-Louis, et c'est par choix que, paix à son âme, j'ai rencontré le professeur Sambou Cissé en l'année scolaire 83 au Sénégal, à Saint-Louis, et que j'ai été fasciné par la philosophie. J'étais plutôt littéraire, mais vous savez, on a tendance à pousser les élèves à aller plutôt en classe scientifique s'ils en ont la possibilité. Donc, fasciné par la philosophie, j'ai fait mon chemin, j'ai fait mes choix méthodologiques, j'ai même plutôt étudié la philosophie européenne, alors que le vieux peut-être aurait préféré que l'on mette l'accent sur la philosophie africaine, parce qu'elle existe. Et j'ai été aussi très tôt fasciné par la question de l'intégration africaine, du panafricanisme. Parce que de par mon identité, de par même mon prénom, je suis lié à des régions en dehors du Burkina Faso. Donc j'ai été personnellement marqué par cette ouverture sur l'ailleurs du Burkina. Donc la question de l'intégration du panafricanisme, ayant grandi vraiment en dehors du giron du vieux, après 10-11 ans, je pense que c'est par choix
individuel que j'ai choisi de me battre pour ces valeurs du panafricanisme, de la justice, etc. Donc je ne peux en aucune manière me sentir complexé parce que dans tout processus historique, il y a des pionniers. Hein, les années 50, 60, dans lesquelles il y a eu ce bouillonnement volcanique qui a marqué l'Afrique et même le monde, parce que l'émancipation africaine fait partie d'un mouvement plus large qui concernait aussi l'Asie. On pense au Vietnam, on pense à la guerre d'Indochine, etc. Donc, ceux qui sont arrivés à cette période, forcément, ils étaient obligés de se hisser à la hauteur des événements. Hein. C'est comme quand le peuple burkinabé a été confronté à l'assassinat de Norbert Zongo, que vous soyez un élève ou un Kizerbo ou les autres leaders du collectif de l'époque, vous êtes obligés de vous hisser à la mesure des événements. Donc moi je pense qu'il faut reconnaître les pionniers. Ce sont des gens qui ont compris leur époque et qui ont essayé d'endosser la mission qui s'imposait à eux à cette époque. Nous, on est venu à une autre époque où peut-être la confrontation avec le colonialisme n'est pas aussi évidente. Parce que, bon, quand vous êtes dans la société coloniale, vous marchez, vous croisez le garde de cercle, hein, même quel que soit votre âge ou votre statut, vous enlevez votre casque, votre bonnet, pour le saluer, bien vous changez de trottoir, vous vivez intimement et chaque jour l'humiliation du statut de colonisé. Donc à cette époque-là, soit vous vous soumettez, soit vous avez en vous une quête spontanée de liberté, une quête naturelle de la liberté, et vous vous dressez contre cet ordre. Mais aujourd'hui, les mécanismes de domination sont plus subtils, donc la confrontation est peut-être moins intense, et donc nous amène peut-être à un héroïsme plus discret, j'allais dire. Alors, quel est le souvenir que vous gardez du père? Ouh là là, ça c'est difficile, il faut en choisir un. Mais disons, l'image principale, c'est vraiment le caractère infatigable. Infatigable parce qu'il y a trop de composantes dans le quotidien du professeur Kizerbo. Il y a la dimension père de famille. Et quand je dis père de famille, ce n'est pas de père des 5 enfants. C'est père des cousins du village ou des nièces qui viennent de l'étranger. Donc, la dimension père de famille, donc qui doit dire un mot, parler en sang, parler en dioula, parler en français. Ensuite, le travail intellectuel. Plutôt le soir, c'est-à-dire après le dîner jusqu'à 2h, 3h du matin. Dans la journée, le travail politique, hein, les rencontres politiques. Donc, il y a cette volonté, en tout cas, d'assumer différentes luttes sur différents fronts. Et malgré le poids de ces tâches, hein, une certaine douceur, c'est-à-dire, je l'ai vu rarement s'emporter. Alors que c'est quand même des tensions. Toutes ces 3 dimensions dont j'ai parlé, et j'en oublie d'autres, c'est quand même des tensions. Donc évidemment, on va dire que je suis partiel, c'est la piété filiale qui s'exprime, mais puisque vous m'avez demandé un souvenir, c'est ce caractère vraiment, l'ardeur au travail, et qui donne un exemple aussi à ceux qui le côtoient quotidiennement. Alors, l'opinion publique le sait peut-être moins bien, mais Jacqueline Kizerbo, votre mère, était également une femme de combat, engagée sur les chemins de la liberté pour les peuples d'Afrique et hors du continent, et également pour la libération de la femme. Qu'est-ce que vous gardez de son engagement? Ben, elle aussi, c'était une passionnariat. Nous avons eu la chance vraiment d'avoir 2 fortes personnalités très différentes. J'ai tracé un portrait plutôt d'un homme qui se domine. Ma mère se dominait aussi, mais elle avait quand même de la passion qu'elle tenait peut-être de son père, qui était un syndicaliste assez révolutionnaire. Et elle était passionnée. Et donc, parfois, j'allais dire, elle montrait une intransigeance face à la justice que mon père avait aussi, mais qu'il exprimait de façon différente, avec beaucoup plus de recul intellectuel, etc.
Donc, je pense que ma mère était quelqu'un de passionné. Elle a été passionnée dans l'éducation des filles du cours normal de jeunes filles. Nous avons réalisé une sorte de recueil de témoignages où cela a été bien exprimé. Et il y a eu aussi cette émission d'un de vos confrères français qui est RFI, Madame Valérie Nivelon, qui est en ligne d'ailleurs sur RFI, où on a bien décrit cet aspect-là, cet engagement total pour l'émancipation de la femme voltaïque à l'époque, burkinabé, africaine de façon générale, mais aussi pour l'éducation. Donc voilà un peu, il y a une sorte de contraste, mais c'est ça aussi qui fait la beauté des couples. Alors, du MLN, le Mouvement de Libération Nationale, qu'il a fondé dans les années 58, au PDP-PS, en passant par l'UPV, l'Union Progressiste Voltaïque, et le FPV, le Front Progressiste Voltaïque, on va dire qu'en 50 ans de vie politique, le procès Kizerbo n'a pas véritablement réussi à s'imposer sur la scène politique burkinabé d'un point de vue de la conquête du pouvoir politique. Comment est-ce que vous expliquez cela, en dépit des idées qu'il prônait et sur lesquelles beaucoup de personnes se retrouvaient? Bon, vous avez raison, vous avez raison. Vous savez, l'indépendance en 1960, à quel moment elle intervient? Elle intervient au moment où, du point de vue de la scène politique, il y a un parti dominant. Hein. Il y a un parti dominant qui est le Rassemblement démocratique africain, le RDA, qui est né en 1946 au congrès de Bamako. Ce qui s'est passé lorsque, dans les années 50, le RDA s'est désapparenté du Parti communiste, il a perdu un peu ce côté populaire, son ancrage populaire. Il est resté un parti de masse, parce que c'est une génération de leaders charismatiques dans lesquels les masses africaines se sont retrouvées. Houphouët-Boigny, on ne peut pas nier qu'il était populaire en Côte d'Ivoire. Modibo Keïta non plus, parce que c'était les premiers leaders anticolonialistes qui prenaient la tête du mouvement anticolonialiste. Donc les masses africaines se reconnaissaient en eux. Mais lorsque les jeunes, la génération des Kizerbo qui est venue après, à partir des années 50, a décidé de s'écarter du RDA, parce que le RDA était entré dans un compromis historique avec les autorités françaises, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Et elle a organisé des cercles plus radicaux pour réclamer vraiment l'indépendance de l'Afrique. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas encore de parti en tant que tel. C'était des mouvements de la société civile. Et jusqu'aujourd'hui, vous savez que les associations de la société civile n'ont pas le même rayonnement que des partis politiques. Parce qu'un parti politique, il a une légitimité démocratique. C'est des élus, donc on consulte toute la nation, le territoire à l'époque, alors qu'un groupe de la société civile, même s'ils sont aussi plus brillants les uns que les autres, ce sont des cercles quand même qui évoluent dans un espace donné. Alors, il y a quelques jours, le 25 août avant-hier, on a célébré les 60 ans du MLN. Mais quand le MLN naît en 58, pardon, il n'a pas ce recul du RDA, qui a eu des députés, qui est rentré en profondeur dans la vie institutionnelle française. Il y avait des gens à l'Assemblée, hein, des vice-présidents, des présidents d'Assemblée. Donc, il y avait un personnel politique au sein du RDA qui était considérable. Donc, c'est la question de la disproportion des moyens. Donc, Kizerbo part déjà avec un écart par rapport au RDA. Je ne parlerai pas des autres partis. Il y avait aussi le PRA, etc., hein, le MDV, etc. Donc, je pense que cet écart-là, le MLN, les intellectuels du MLN, c'était un parti de cadres. Hein, pendant, disons, une dizaine d'années, une décennie, de 58 jusqu'à 70, a décidé de travailler dans la clandestinité, parce que aussi c'était une situation qui leur était imposée. Mais travailler dans la clandestinité, ça aussi c'est limite. Il y avait une certaine efficacité. Ils ont réussi à contourner quand même l'interdiction de la vie politique, du pluralisme politique, mais ils ne pouvaient pas avoir les moyens de se propager dans la masse comme le RDA qui était au pouvoir. Donc moi je pense que ça a été déjà un fossé au départ, et le fait aussi que c'était un parti de cadres. Et donc il y a toute une évolution culturelle qui était nécessaire, parce que nos sociétés, c'était des sociétés encore anciennes.
Je veux dire, quand vous regardez peut-être Ouagadougou en 1960, où nos villes, c'était des gros villages, hein, que ce soit Bobo, etc. Koudougou, c'était vraiment des petites villes. Donc la société rurale, avec toute sa pesanteur, hein, la chefferie, qui était plutôt du côté du pouvoir, le fait aussi que ce sont des sociétés gérontocratiques, c'est-à-dire on ne peut pas écouter un jeune qui vient, même s'il est agrégé, et penser qu'il a la vraie solution. Hein, on pense que ce sont des jeunes. Donc il y a une série de facteurs qui ont fait que le MLN est resté dans la périphérie, mais comme aussi tous les partis de gauche, je pense qu'on peut dire la même chose du PAI, hein, sans parler du Parti communiste. Donc ce sont des partis qui ont été contraints à rester dans la périphérie. Ils ont assumé cela en étant des partis d'action clandestine. Et c'est donc par une évolution lente, des métamorphoses successives, qu'ils ont essayé, en quelque sorte, par cercle concentrique, de sortir des petites cellules qu'ils avaient pour pénétrer la société. Mais c'est un processus différent du parti de masse qui était là, avec un maillage très fin du territoire. Donc moi, c'est un peu comme ça que j'explique l'écart entre le MLN et le grand parti. Vous savez, c'est le poète René Char qui, dans un de ses poèmes, dit « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est à chacun, selon son angle, d'avoir une lecture de cet héritage. Déjà, peut-être la première chose à faire, c'est connaître cet héritage. C'est un héritage, je ne dirais pas livresque, mais intellectuel. L'histoire de l'Afrique. Il faut s'intéresser à l'histoire de l'Afrique, mais il ne suffit pas d'être historien pour s'intéresser à l'histoire de l'Afrique. Comment on peut comprendre qui on est en tant qu'Africain si on ne s'intéresse pas à l'histoire de l'Afrique? Qu'est-ce que le Burkina, les sociétés du Burkina par rapport aux sociétés du Mali? Comment le Burkina a été constitué? On va justement vers le centenaire de la Haute-Volta l'année prochaine. C'est l'occasion d'avoir un peu un mouvement, une passion pour l'histoire dans ce pays. Donc l'histoire, c'est extrêmement important pour comprendre, pour se comprendre et comprendre aussi l'ensemble de la société. L'héritage politique, la quête de la justice, l'amour du monde paysan. Je pense que le socialisme africain du MLN, qui s'est perpétué dans les autres formations, c'est l'idée qu'on ne peut pas faire de transformation sociale au Burkina si on ne s'appuie pas ou on ne s'intéresse pas aux paysans. Contrairement au parti marxiste qui pensait que les transformations viendront de la classe ouvrière et des cadres révolutionnaires dans les villes. Donc il y a cet amour de la campagne. Et je pense qu'aujourd'hui, ça reste une question. Il y a une cassure entre les villes et la campagne, et le monde paysan. Il suffit de sortir de nos villes pour voir les conditions de vie. Les gens qui marchent pour aller chercher de l'eau, les gens qui lavent leurs habits dans les flaques d'eau, parce que c'est l'hivernage actuellement. Je suis allé à Manéga l'année dernière, au musée, et on a vu des femmes qui lavaient leurs habits dans les flaques d'eau, parce qu'il y en avait, et peut-être qu'ils la buvaient. Donc ça, c'est cet écart extraordinaire entre les campagnes et la ville. Donc la question paysanne n'est toujours pas résolue ici. On a des besoins, des choses qu'on satisfait dans les villes, mais on ignore totalement que le monde paysan est le socle sur lequel l'économie du Burkina est fondée. Et le socle non seulement économique, mais aussi culturel. Donc moi, je pense que, voilà très rapidement, cet héritage, il est vraiment varié. Il y a aussi toute une série de proverbes ou de formules chocs qui ont été laissés, qui font partie un peu du capital immatériel du Burkina. Les formules du professeur Kizerbo, c'est un peu comme des comprimés. Où que vous alliez en Afrique, vous trouverez quelqu'un qui va vous dire « mais il a fait cette conférence-là et il a dit ça ». Ça aussi, c'est un héritage. Mais encore une fois, il revient à chacun de puiser la partie qui l'intéresse et de l'approfondir pour en faire un outil de libération du Burkina et de l'Afrique. Alors, on revient à vous. Vous avez fait des études de philosophie. Pourquoi le choix de cette discipline? Écoutez, vous savez, la philosophie, elle est enseignée seulement en terminale. Donc, quand quelqu'un choisit la philosophie, c'est qu'il a une révélation en terminale.
Peut-être qu'il avait un plan, et puis arrivé, ça dépend du prof de philo. Moi, j'ai eu un brillant professeur de philosophie qui avait fait la Sorbonne et tout ça, et même à la Sorbonne, il avait émerveillé ses professeurs. La philosophie, c'est quoi? C'est la puissance du verbe. Hein? Parfois, on a tendance à caricaturer un peu le philosophe comme un philosophe. Tous les philosophes ne sont pas des philosophes. Moi, c'est d'abord la beauté de l'argumentation et la recherche de la précision dans l'argumentation. Donc, travailler la langue pour pouvoir tailler des concepts qui peuvent bien formuler l'idée que l'on a. Donc ça, c'est assez fascinant quand on a un professeur de philosophie qui arrive à naviguer dans les notions pour vous donner vraiment les nuances. Et ensuite, il y a une effervescence intellectuelle dans la philosophie. Parce que la philosophie, c'est des questions de tous les jours. Pourquoi on vit? Quel est le sens de l'existence? Pourquoi il y a de l'injustice? Pourquoi il y en a qui sont riches? Pourquoi il y en a qui sont pauvres? Qu'est-ce que la liberté? Est-ce que la liberté n'est pas dangereuse par rapport à l'autorité, etc. Ce sont des questions simples. Et moi, j'avais peut-être cette disposition personnelle d'être porté sur d'abord le travail de la langue et aussi la réflexion. Je ne sais pas si c'est une sorte de contamination ou d'héritage génétique du vieux, de mon père, mais il ne m'a pas influencé. Il ne m'a pas influencé. Il a dit, bon, il n'a jamais dit à l'un d'entre nous, il faudrait que tu fasses ça, ou bien je veux qu'il y ait un historien dans la famille. Non, jamais. Alors, est-ce que vous avez été tenté par un engagement politique militant? C'est pas que j'ai été tenté, je l'ai assumé. Moi, j'ai fait mes études en France. Je suis rentré en 1994 et j'ai été militant du PDP. Bon, c'est évident que je n'ai pas été... On ne vous a pas vu au devant de la scène? Non. À l'époque, j'avais ma carte, mais il n'y avait aucune raison dans un parti socialiste que, parce que je suis Lazare Kizerbo, je sois nouvellement arrivé en 1994, je sois parachuté dans le bureau politique national. Ça, c'est contraire aux valeurs et aux règles, aux principes donc, du socialisme. Donc moi, j'ai eu ma carte. J'ai eu la chance de faire la campagne municipale avec lui en 1998 dans le Sourou Nayala. Et voilà, mais j'assumais mon rôle de militant de base. Je n'avais pas de fonction plus importante dans le parti. Alors aujourd'hui, le PDP a pratiquement disparu de l'échiquier politique national. Est-ce que vous êtes engagé politiquement? Bon, là, je suis... bien sûr, je suis resté à l'étranger, j'ai eu ma carrière à l'Organisation internationale de la francophonie. Je suis toujours engagé politiquement. C'est vrai que, et c'est une question, que le PDP le PDP existe toujours, mais n'a plus la même visibilité. Le PDP a été quand même pratiquement chef de file de l'opposition. C'était le premier parti de l'opposition quand Kizerbo, au retour de Dakar, l'a fondé après quelques étapes intermédiaires. Donc, mais ça ne veut pas dire que les militants du PDP n'existent plus. Je pense que l'évolution d'un appareil qui peut effectivement se scléroser, hein, vous savez, un appareil politique, c'est comme un être vivant. Il peut lui arriver des évolutions difficiles avec parfois des pathologies. Donc, être engagé politiquement, c'est croire à des principes, croire à des valeurs qui devraient être imposées, ou plutôt que l'on voudrait voir s'imposer à la nation. Et si ça, c'est être quand même dans l'action politique, mais nous le sommes à différents titres. Alors, c'est la transition pour aborder l'actualité. La semaine a commencé justement par les universités d'hivernage consacrées à la réflexion, notamment sur le panafricanisme et ses pionniers. Quel espace il existe aujourd'hui pour le discours panafricaniste sur le continent? Bon, ce qui a été frappant au cours de ces 3 journées, c'est d'abord l'intérêt de l'assistance à une centaine de personnes et la passion qui se poursuit pour le panafricanisme au niveau des jeunes et au niveau des acteurs.
il y a une passion qui date de plusieurs décennies, qui est toujours là, c'est-à-dire l'unité de l'Afrique. L'idée qu'il faudrait que l'Afrique devienne un seul pays, un État où les États que nous avons actuellement seraient des États qui seraient simplement des circonscriptions, j'allais dire, politiques à l'intérieur de la grande fédération. Donc, si vous regardez aujourd'hui les menaces qui pèsent sur nos pays, en fait, nous sommes dans une sorte d'état d'exception, puisque les conditions de la vie politique normale, les conditions de la stabilité d'un État ne sont plus là. Nous avons des forces extrêmement lourdement armées, avec des moyens financiers colossaux, qui sont arrivés dans la sous-région, après l'épisode de la Libye, créée, dont les puissances occidentales sont responsables, notamment l'OTAN, qui a démoli un régime souverain, qui a assassiné un président d'un État africain et qui a créé ce désordre qui s'est répandu comme un cancer dans la sous-région. Alors là, il ne s'agit pas d'aller chercher loin. Kwame Nkrumah avait dit, lorsqu'il parlait des États-Unis d'Afrique, l'Afrique doit s'unir, de l'armée continentale. Imaginez-vous une armée continentale où on aurait la puissance du Nigeria et de tous les pays de l'UEMOA, rien qu'en Afrique de l'Ouest, avec tous les stratèges militaires, un commandement unique et non pas émietté, comme on le voit entre les pays confrontés aujourd'hui à la vague terroriste. Mais ça, c'est la valeur ajoutée du panafricanisme. L'union fait la force. Mais justement, ce discours sur les États-Unis d'Afrique est présenté par une partie de l'opinion comme une sorte de quête chimérique, une utopie que les élites africaines, intellectuelles ou politiques n'auront jamais le courage d'assumer. Bon, effectivement, nous avons eu le deuxième jour un panel sur les États-Unis d'Afrique, réalité ou utopie. Mais qu'est-ce qu'une utopie? Qu'est-ce qu'une utopie? Sinon l'expression de l'espérance de quelqu'un ou d'un peuple. Lorsque Léonard de Vinci dessine les plans des avions ou bien des sous-marins au XVe siècle, c'est utopique. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer le monde sans avions? Lorsque les grands sages du Mandé écrivent la charte du Mandé, est-ce que c'était l'état réel de leur société? C'est parce qu'il y avait des problèmes qu'ils disaient l'esclavage, c'est une vraie plaie. Et il faut que chaque homme soit libre. Ils l'ont fait avant les constitutions européennes. Mais aujourd'hui, on parle d'état de droit. Donc, toutes les utopies sont, quelque part, les utopies collectives, je veux dire, sont l'expression des aspirations des peuples. Ce que vous nous dites, c'est que tout ce qui sort de l'imagination de l'homme est réalisable par l'homme selon cette rhétorique révolutionnaire. Tout à fait. Il n'y a pas que des choses positives, malheureusement, qui sortent de l'imagination des hommes. Mais il y a des utopies positives, collectives, comme le panafricanisme. Et si le panafricanisme persiste partout en Afrique, quel que soit l'État où vous allez sentir cette fraternité. Hein. Parce que tu es africain, on te dit mon frère. Ou bien quand vous vous retrouvez en Europe, quand vous retrouvez un Togolais ou un Ivoirien, vous avez tendance à aller vers lui. Hein. Nous ne disons pas que c'est facile, mais nous disons que maintenant c'est urgent, parce que la destruction militaire des États africains a commencé. Et beaucoup d'autres mots vont exploser de façon très rapide si nous n'allons pas vers cette unité. Alors, connaître le passé pour oser inventer l'avenir selon justement la célèbre formule du capitaine Thomas Sankara, président du CNR. C'est le thème que vous avez retenu pour ces universités d'hivernage en tout cas. Est-ce que le discours est entendu au-delà de la salle de conférence du Liptako Gourma? Vous avez fait référence tantôt aux masses paysannes qu'il fallait pénétrer. Est-ce que ce débat, ce n'est pas un débat intellectuel ou intellectualiste entre justement quelques éclairés et puis après, la vie continue? Non, je ne pense pas. Je pense que, je sais pas, je prends les étudiants. Ils font partie de la société.
Un étudiant n'est pas un singleton isolé dans sa cellule. Donc, ce sont des idées qui vont se diffuser, qui vont pénétrer la société à travers tous les participants. Donc, moi, je pense qu'il y a différents cercles aussi. Toutes les activités ne seront pas des universités d'hivernage. Il y aura aussi des ciné-débats dans les lycées. Il y aura aussi des conférences grand public dans les grandes villes du Burkina et les grands villages du Burkina. Donc, je pense que déjà, pouvoir permettre à quelques cadres, à des jeunes, à des femmes, de s'imprégner et de consolider leurs connaissances sur le panafricanisme, c'est faire œuvre utile parce que ça va se diffuser. Et pour terminer, je voudrais peut-être dire que le thème des universités d'hivernage, mieux comprendre le passé pour oser inventer l'avenir, c'était une sorte d'invitation au dialogue entre deux composantes de l'idéal progressiste et panafricain dans ce pays, Thomas Sankara, puisque la formule « oser inventer l'avenir » est de lui, dans une interview de 1985, et mieux connaître le passé, qui est le travail de l'historien et du politicien historien. Donc, nous avons aussi voulu faire converger ces deux dynamiques, et vous avez vu qu'au cours des travaux, nous avons eu des témoignages très poignants de la famille de Thomas Sankara sur le dialogue privé que le professeur Kizerbo avait déjà commencé avec la famille de Thomas Sankara. Alors, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Sékou Touré, Modibo Keïta, Joseph Kizerbo, Thomas Sankara sont considérés en tout cas comme des figures du panafricanisme. Est-ce qu'aujourd'hui, ce panafricanisme a un visage dans l'Afrique contemporaine? Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est sûr que les pionniers sont des figures un peu presque mythiques, parce que ce sont les initiateurs. Je veux dire, Kwame Nkrumah aujourd'hui, il est presque vénéré comme un père du panafricanisme. Aujourd'hui, il y a des panafricanismes, mais l'intérêt, c'est qu'on est plus dans une logique d'appropriation du panafricanisme par des centaines, des milliers, des millions de personnes. On n'a plus besoin peut-être simplement de prophètes. Donc, quand l'utopie va devenir concrète, elle va être partagée par des millions de personnes, ce n'est plus le prophète qui compte, c'est avoir un cadre organisationnel de masse. Mais je suis sûr qu'il y a des visages, comme peut-être le chef d'État du Ghana, quand il a tenu un certain discours face au président Macron sur l'autonomie et la souveraineté africaine pour trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Le président Thabo Mbeki à l'époque, le président Alpha Omar Konaré, il y a beaucoup de figures, même parmi elles des musiciens. Tikendia Fakoli, c'est une figure du panafricanisme, Alpha Blondy à sa façon. Donc, je pense que, ou bien notre cher Almami, le reggaeman, qui est aussi une forme de panafricanisme. Qui était notre invité de la semaine dernière. Mais très bien, vous avez bien fait, parce que c'est non seulement un reggaeman, et le reggae fait partie de l'idéal panafricaniste, mais c'est quelqu'un dont les textes sont très puissants, sont des interpellations sincères et véridiques sur la situation dans le pays. Alors, il y a eu peut-être quelque part, je ne dirais pas un début de polémique, sur la figure de Houphouët-Boigny comme un acteur du panafricanisme. Je pense qu'au cours de ces universités d'hivernage, vous en avez parlé. Ce qui est sûr, la majorité des élèves de terminale dans les cours des lycées apprennent que le père de l'indépendance ivoirienne s'était opposé à l'idéal fédéral, contrairement à d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une logique de révisionnisme? Non. Vous faites allusion à l'intervention du professeur Mohamed Guessan, qui a effectivement essayé de faire comprendre quelle était l'approche du panafricanisme de Houphouët-Boigny. Donc, nous sommes d'accord que Houphouët-Boigny a été quelque part un architecte de la France-Afrique, qu'il n'a pas soutenu Modibo Keïta, Kwame Nkrumah ou Sékou Touré. Ça, nous sommes d'accord. Et donc, le panafricanisme révolutionnaire ne peut pas
admettre que Houphouët-Boigny soit un panafricaniste. Mais, vous savez, l'histoire et l'analyse politique, il y a quand même des interprétations, des nuances. Du point de vue social, du point de vue humain, nous, Burkinabés, nous ne pouvons pas dire que la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien, et nous sommes vraiment des étrangers. Et à qui on le doit? Si on avait eu pendant la première époque de l'indépendance de la Côte d'Ivoire un chef d'État xénophobe, hein, nationaliste, est-ce que cette intégration sociale du Burkina et de la Côte d'Ivoire aurait eu lieu? Est-ce qu'on aurait eu des ministres avec des patronymes d'origine burkinabé comme ministre en Côte d'Ivoire? Donc je pense que du point de vue social et humain, c'est quelqu'un aussi qui a accueilli par exemple la famille de Ampateba. Pourquoi la fondation Ampateba est à Abidjan? Donc je veux dire, c'est quelqu'un qui, avec ses moyens, a eu une tradition d'hospitalité, a accueilli des figures, mais aussi, du point de vue de l'organisation du pays, a permis que, par exemple, du point de vue de la citoyenneté, les étrangers votent. Donc, parfois aussi, les panafricanistes qui disent qu'il faut une fédération d'États, c'est peut-être trop élevé, c'est peut-être trop lointain, mais concrètement, on peut dire que la Côte d'Ivoire a posé des actes qui intégraient les autres Africains dans la vie politique nationale. Qu'on l'appelle panafricanisme, ça peut choquer des puristes, mais c'est une logique d'intégration qui fait qu'aujourd'hui, la société ivoirienne est une des plus panafricaines du continent. Parce que vous allez trouver des Ivoiriens, des citoyens ivoiriens, d'origine guinéenne, malienne, burkinabé, ghanéenne, et qui ont des fonctions. Donc ça aussi, c'est un héritage que l'on ne peut pas rejeter au nom d'un purisme idéologique. Ce sont des faits. On a beaucoup de maires ou de personnalités ivoiriennes qui ont des patronymes d'origine burkinabé. Alors, une actualité connexe avec la problématique du panafricanisme, c'est la sortie du livre de Kémy Séba, présenté aujourd'hui. Je parle de Kémy Séba comme un apôtre du panafricanisme et qui a présenté son ouvrage cette semaine dans notre capitale à Ouaga, L'Afrique ou la mort. C'est le titre de l'ouvrage. Je ne vous demande pas si vous l'avez lu, ça ressemble un peu à La patrie ou la mort en tout cas. Ce, par contre, sur quoi je vous interroge, c'est le regard que vous portez sur son combat et sur son engagement, notamment dans ce front anti-CFA. Écoutez, le mouvement panafricaniste, c'est un mouvement pluriel. Hein. Donc, nous admettons qu'il y ait des courants tels que celui de cette organisation Urgence panafricaniste, qui adopte des méthodes choc pour impressionner l'opinion sur vraiment la gravité des questions qui se posent aux peuples africains, notamment la question monétaire. Et donc, nous saluons cet effort qui a été fait aussi par des chercheurs, notamment Paco Nubuko et Zebelinga, pour expliquer la tragédie monétaire que nous vivons à travers le franc CFA, mais aussi d'autres activistes tels que Kémy Séba. Donc nous pensons que c'est une dimension importante de l'évolution de nos pays. Hein. Je pense que les autorités même du Burkina sont d'accord qu'il faut aller plus vite dans ce schéma qui a été tracé par la CEDEAO d'une convergence entre la zone monétaire CFA et les autres monnaies de l'Afrique de l'Ouest. Donc moi je pense que toutes les approches qui concourent à cette souveraineté monétaire sont bienvenues. Alors je voudrais que nous nous intéressions à présent aux questions de gouvernance, à commencer par votre opinion générale sur la gouvernance en Afrique. Bon, l'Afrique c'est 54 États pour le moment. Donc je pense qu'il faut bien se dire qu'il y a des situations très différentes. Mais il faudrait qu'on converge vers les meilleures pratiques, ce que certains appellent les bonnes pratiques. Je pense qu'aujourd'hui, un pays comme le Rwanda fascine beaucoup parce qu'il y a une rigueur dans la gestion des fonds publics. Il y a une rigueur dans la gestion de la cité.
l'Éthiopie a aussi été une sorte de modèle assez rigoureux avec Meles Zenawi. Ce sont des gens qui ont beaucoup réfléchi sur la façon de transformer nos sociétés pour que, compte tenu de l'explosion démographique aussi, on ait du travail, on ait une économie qui fonctionne, des ressources nationales propres pour pouvoir assumer nos propres choix. Donc, moi, je pense que il faut se mettre d'accord sur les principes. L'idée que la dépendance vis-à-vis des donateurs étrangers pour financer notre développement n'est pas une bonne chose. Que piller les ressources publiques ou ne pas être assez rigoureux sur l'allocation des ressources publiques, c'est mauvais. Que ne pas mettre de l'argent pour les secteurs stratégiques tels que les infrastructures, les secteurs sociaux, c'est négatif aussi. Donc à partir de là, on peut comprendre ce que serait, comme disent certains amis, une gouvernance légitime en Afrique, une gouvernance qui sert vraiment les intérêts de la population. C'est ça. Ensuite, les situations sont très variées selon les pays. Alors, s'il y a bien un sujet qui fait la une de l'actualité depuis plusieurs semaines maintenant au Burkina, c'est cette affaire notamment du code électoral. On ne va pas refaire le débat là-dessus. Le fait nouveau, c'est qu'il y a une requête qui a été déposée par des acteurs de l'opposition, une requête en annulation de ce code-là qui a été adopté par l'Assemblée nationale, mais le Conseil constitutionnel donc, a décidé de la validation donc, de cette loi-là. Quelle appréciation vous portez sur justement ces derniers développements? Bon, vous savez, un citoyen qui respecte les institutions du pays ne peut que prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel. Il y a eu une interpellation, enfin une saisine de l'opposition. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé, je pense, en disant que tout citoyen burkinabé peut et doit avoir une CIB et un passeport. Donc je pense que même l'opposition a pris acte de la décision. Maintenant, le débat, la polémique, je ne voudrais pas trop me prononcer là-dessus. C'est plus une polémique à ce moment-là sur une base politique. Mais sur le plan juridique, on ne peut que prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel. Alors, on revient à la préoccupation de gouvernance foncière et le gouvernement burkinabé vient en tout cas de lancer un ultimatum à tous ceux qui possèdent des terrains dans la zone Zaka, donc zone administrative, zone d'aménagement commercial administratif, donc au centre-ville, et l'ultimatum leur donne en tout cas un mois pour se présenter avec un dossier bien ficelé d'investissement ou de réalisation, en tout cas, sur les terrains qui ont été octroyés, faute de quoi ils vont se voir purement et simplement retirer la parcelle qui leur a été donnée. Vous pensez que c'est une bonne décision? Écoutez, moi je crois que le projet Zaka doit dater peut-être des années 2000. Et une quinzaine d'années après, je pense en 2016, le gouvernement a décidé de faire un audit de la mise en œuvre du projet Zaka. Donc, regardez le temps. Ça fait une vingtaine d'années. Sans compter que finalement, la Zaka, c'est la concrétisation de la vision du CNR, du nouvel aménagement de Ouaga. Hein. Donc, je pense que ça fait, comme on dirait en Dula, d'Okera. C'est-à-dire, il y a du temps qui est passé, bientôt 20 ans. À mon avis, c'est légitime. Mais je pense que il faut apprécier cette décision en se disant que vraiment, de façon globale, nos villes sont soumises à des pressions exorbitantes. L'explosion urbaine de la ville de Ouagadougou pose des problèmes tellement cruciaux que je pense que de plus en plus, il ne faudrait pas attendre 20 ans pour que les projets de la nation soient concrétisés. Bon, je comprends que c'est peut-être difficile pour les propriétaires. Il y a eu beaucoup de circonstances qui ont secoué le pays depuis 10-15 ans. Mais vous parliez de gouvernance. On ne peut pas avoir une planification des objectifs à atteindre dans l'aménagement
du cœur de la ville et que ça reste vacant ou ça reste négligé pendant près de 2 décennies. Alors, dans l'argumentaire, certains estiment qu'il y a des lotissements ou des parcelles qui ont été acquis depuis le temps du RDA, Oui. qui n'ont pas été bâtis et qui n'ont pas été retirés. Donc, comme s'il y avait une sorte de 2 poids 2 mesures, même si les espaces aménagés Ouais. n'ont pas les mêmes finalités ou les mêmes destinations. Oui. Non, moi, je ne voudrais pas du tout me faire l'avocat d'une partie contre l'autre. Mais je dis que le projet ZACA, il est l'expression d'une vision de l'aménagement de la ville. On peut être pour, on peut être contre, comme on a été contre Ouaga 2000, etc. Mais attendre, c'est-à-dire un État légitime, un État qui agit, quand il prend des décisions, il faut qu'elles soient exécutées. Et un État doit être responsable de l'application de ces décisions. Donc, il y a une mise en œuvre qui est nécessaire, il y a une évaluation. C'est-à-dire que la population doit savoir, il y a des gens qui ont quitté là-bas, c'était des quartiers très anciens. Donc, on a dégagé, et pourquoi ça n'avance pas? Donc, moi, en tant que citoyen lambda, je me dis que ce serait bien que les plans de l'État, s'ils ont pour vocation d'organiser notre capitale, qu'ils soient mis en œuvre. Alors, je voudrais à présent que l'on parle de cette opération de retrait des femmes et des enfants de la rue. En tout cas, le plan Marshall est en marche, mais il semble manquer de kérosène. Pas exactement. Disons que des dispositions sont en train d'être prises à ce qu'on nous dit pour que justement le kérosène ne finisse pas par manquer et que le plan se crache. Donc, résultat des courses, il y a une opération de collecte de fonds et d'appel à la solidarité nationale qui a été lancée, mais vous savez, le Burkina est devenu un pays de polémique. Est-ce que vous rentrez dans cette polémique? Non, vous savez, tout ce qui peut aller dans le sens du bien-être de l'enfant, vous savez que l'Afrique a une charte pour le bien-être de l'enfant qui est très importante et je l'avais étudiée lorsque j'étais en fonction à la francophonie dans le secteur des droits de l'homme. Donc, tout ce qui peut aller dans le sens du bien-être de l'enfant est une bonne chose. Et je pense que Madame le ministre elle-même est consciente que ces mesures-là, elles seront efficaces si elles tarissent la source des problèmes. Il faut que la source des problèmes soit tarie. Et là, il y a différentes dimensions. Parfois, il y a une dimension religieuse, dans la mesure où, dans certaines confessions, l'éducation de l'enfant, l'apprentissage de l'humilité de l'homme par rapport à la transcendance du divin, passe aussi par cet exercice par exemple, de la mendicité. Mais ça a été dénaturé par des personnes de mauvaise foi. Donc, je pense que ce serait bien aussi d'avoir une approche inclusive, donc d'aller vers les sources de l'exploitation et de la violence contre les enfants pour les sensibiliser, les former. À la limite, l'enfant est une victime. Mais si les prédateurs, les personnes qui exploitent l'enfant, qui sont la majorité, ne sont pas approchés et éduqués, je crains que le problème ne persiste. Et là, c'est peut-être moins un problème enfin, c'est un problème d'argent aussi, hein, mais il n'y a pas que l'argent, il y a aussi l'éducation citoyenne, l'éducation aux droits de l'homme. Donc il faudrait mettre un accent massif sur l'éducation aux droits de l'homme et la scolarisation aussi, parce qu'un enfant bien scolarisé sera a moins de chances peut-être d'être victime de ce genre d'exploitation. Alors, on n'est plus par le temps. Je voudrais que vous réagissiez rapidement par rapport à la problématique du terrorisme. Le pays vient d'enterrer 2 de ses fils frappés justement par l'île du terrorisme. Un policier et un douanier tombés donc respectivement à Batié et à Solé. Comment est-ce que vous avez vécu cette tragédie? Non, Monsieur Koulibaly, je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un état d'exception. Notre constitution n'est pas suspendue, mais notre avenir, notre devenir en tant qu'État stable, où on peut aller et circuler librement, est menacé. Peut-être plutôt un état d'urgence qui ne dit pas son nom, mais pas un état d'exception. Non, c'est un état d'exception parce que j'entends par état d'exception un état où on suspend l'ordre normal, c'est-à-dire les libertés publiques,
Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces citoyens? Ils sont burkinabés et il y a des forces centrifuges qui les prennent désormais comme des ennemis. Hein. Un fonctionnaire qui est enseignant, qui est préfet, qui sert son pays, on le détruit, on détruit sa famille. C'est toujours extrêmement pénible d'apprendre ce genre d'informations. Mais je pense qu'il faut analyser ça aussi froidement et se dire que nous sommes dans une situation dangereuse. Et que peut-être il faut vraiment un élan national, une coalition pour la lutte contre le terrorisme. Une coalition à l'intérieur du pays où on renforce encore la vigilance, la surveillance populaire sur les mouvements de personnes, mais où on pense aussi à une intégration politique plus poussée de nos États. Je reviens au panafricanisme, pour qu'on ait un commandement militaire unique. Il ne s'agit pas seulement de permettre à l'armée burkinabé de poursuivre les assaillants au Mali ou bien au Niger. Il s'agit d'avoir un commandement intégré où on choisit l'officier le plus compétent qui va commander cette force et qui permettra donc d'agir de façon immédiate dans cette zone frontalière. Est-ce que pour l'instant, le G5 Sahel est une perspective intéressante, selon vous? Bon, le G5 Sahel, je pense que c'est ça. On avait un général malien, maintenant on a un général mauritanien, donc auquel les autres vont se référer pour les actions. Mais il faudrait peut-être commencer à réouvrir l'utopie panafricaniste de l'armée qui est une armée de plusieurs États. Parce que le danger pour nous, est-ce que c'est le Malien? Est-ce que c'est le Nigérien? Est-ce que c'est l'Ivoirien? C'est l'assaillant qui vient de l'étranger pour détruire nos États. Donc, moi, je pense qu'il faudrait, à la faveur de ça, réfléchir de façon plus accélérée sur l'intégration militaire, faire tomber la souveraineté militaire. Alors, c'est la transition pour aborder l'actualité internationale, à commencer par la contestation des résultats de la présidentielle malienne. Soumaïla Cissé, en tout cas, n'a pas félicité Ibeka. Il appelle les Maliens à descendre dans la rue parce qu'il estime quelque part qu'il faut un sursaut républicain pour restaurer la démocratie. Quel est le regard que vous portez sur cette crise post-électorale? Vous savez, c'est pénible. On a l'impression que l'histoire se répète sans cesse dans nos États dès qu'il y a des élections en Afrique. Moi, je dirais que le Mali, plus que nous, est dans un état d'exception. Pas au sens juridique, mais au sens que je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il ne maîtrise plus son territoire et il est face à des forces hostiles qui ont une grande influence sur la vie quotidienne des citoyens. Donc, à mon avis, c'est légitime pour le candidat Soumaïla Cissé de contester, mais j'ai une inquiétude quand même par rapport au peu de stabilité qui reste, de cohésion qui reste au Mali. On connaît toutes les forces centrifuges qui traversent ce pays, qui est presque au bord de l'éclatement, si bien qu'il y a beaucoup de forces étrangères qui sont sur place. Donc, il faut vraiment que la CEDEAO ou l'Union africaine ou les pays voisins dépêchent peut-être, en tout cas fassent vite pour éteindre cet incendie électoral. Je ne vais pas me prononcer sur les faits, mais je pense qu'il faut vraiment que l'on recouse les morceaux de tissu entre Soumaïla Cissé et Ibeka, parce que le Mali est face à des dangers prioritaires, des menaces plus fondamentales, qui est même l'intégrité et la perpétuation de ce grand pays. Alors, en RD Congo, la candidature de Jean-Pierre Bemba pour la présidentielle du 23 décembre a été rejetée, ainsi que celle de 5 autres candidats justement à ces consultations électorales qui s'apparentent à une arlésienne. Toujours est-il qu'on se pose la question, est-ce que vous avez le sentiment avec justement cette nouvelle donne que c'est la chronique annoncée, on va dire, d'une crise politique majeure en RDC pour la fin de cette année? C'est possible et vraiment, ça aussi c'est très dramatique. Parce que la RDC est vraiment le poumon économique de l'Afrique.
et la RDC a du mal à se stabiliser. Je pense que ce candidat-là va certainement faire appel et il y aura une procédure juridique. Malheureusement, il a 2 jours en tout cas. Dès qu'il y a des compétitions électorales en Afrique, les opposants sont écartés pour des motifs plus ou moins valables. Donc je trouve ça regrettable. J'espère que l'indépendance de la justice en RDC pourrait faire que s'il a vraiment des raisons valables de contester le fait qu'il a été, je pense qu'on l'a accusé d'être... subordination de témoins. Subordination de témoins. Voilà. S'il a des moyens pour lever cette objection, cette épine dans sa course vers la présidence, que la justice lui donnera raison. Mais ce qui est dramatique vraiment, c'est que la RDC n'arrive pas à nous donner un gouvernement à la hauteur du potentiel extraordinaire de ses richesses pour transformer toute l'Afrique. Alors, à Madagascar, ils ont vu beaucoup plus large, 46 candidats pour la présidentielle, dont l'ancien président Didier Ratsiraka depuis les années 80, avec Marc Ravalomanan, j'en passe. C'est un chiffre qui vous fait sourire? Mais vous savez, pendant l'université d'hivernage, moi, je me suis quand même emporté sur les 24 candidats au Mali voisin. 24 candidats. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est des projets de société. Il faut des principes, des visions. Est-ce qu'il y a 24 visions contradictoires? Alors pour Madagascar, là, vraiment, ça dépasse le réalisme. Ratsiraka, c'est un peu comme Gizenga en RDC, qui a 95 ans, ou 80, enfin, il est très âgé. Donc moi, je pense vraiment que parfois, les compétitions électorales et la classe politique persistent dans des schémas qui ne font que l'éloigner de plus en plus du peuple. Une élection, c'est vraiment l'opportunité pour le citoyen de choisir une alternative qui lui permet de réaliser son aspiration au bien-être. Si vous avez les mêmes qui reviennent, qui ont immobilisé le pays pendant des années, parce que la crise malgache, la dernière, elle a coûté énormément d'argent, et ce sont des missions. Ce sont des missions de l'Union africaine, de l'Union européenne qui vont dans les hôtels, qui restent pour résoudre, mettre les acteurs autour de la table et résoudre les problèmes. Quand on les voit tous revenir, on se dit, il n'y a pas de chance de renouveau, d'innovation, alors que la population malgache est en train de descendre dans le fossé de la misère. Donc vraiment, c'est pénible. J'espère qu'il y aura peut-être des candidats indépendants qui vont pouvoir incarner l'aspiration au changement profond à Madagascar. Merci, docteur Kizerbo, d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci. Madame, monsieur, c'est la fin de votre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve dimanche prochain, toujours en direct sur la RTB, avec un autre invité sur la brèche. Bonsoir.